Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là aujourd'hui pour une émission littéraire, une émission qui vise à valoriser les valeurs culturelles, intellectuelles et de la littérature congolaise. Et aujourd'hui, nous avons invité un grand de ce monde littéraire, un pasteur, mais qui est aussi écrivain. Il a deux facettes, nous allons le découvrir le long de cette émission. Il s'appelle le pasteur Serge Etchikol. Je ne sais pas si je dois l'appeler aujourd'hui pasteur ou je dois l'appeler l'écrivain. À lui de me dire. Monsieur Serge, bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais bien, merci. Et je sens que vous avez la forme là. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je me porte bien et tout va bien. Tout va bien. Ah ok. D'abord, nous vous remercions pour l'invitation que vous avez acceptée. Vous avez accepté de venir discuter avec nous en termes de littérature. Monsieur Serge, pouvez-vous nous dire comment est née cette passion de l'écriture en vous? Ma passion de l'écriture est née de la lecture. Mon père m'a initié très tôt à la lecture, depuis l'école primaire. Donc je lisais toutes sortes d'ouvrages. Nous avions une bibliothèque à la maison et mon père lisait beaucoup. Et je suis celui qui a passé le plus de temps avec lui dans sa vieillesse. Donc j'ai commencé à lire et ça m'a ouvert l'esprit au monde de l'écriture. Monsieur Serge, dans votre parcours scolaire, vous avez fait la série C, la série A, série D. Quelle est la série que vous avez opté au lycée? J'ai fait la série A. Vous avez fait la série A, donc c'est bien évident que vous soyez dans cette posture d'écrivain parce que... Tout à fait. Ah Tout à oui, fait. évidemment. Monsieur Serge, nous voulons savoir, d'un côté vous êtes pasteur et vous écrivez des livres religieux, vous écrivez aussi des livres pour embellir ou enrichir les coffrets de la littérature congolaise. Comment vous mélangez ces deux facettes? Pasteur qui écrit des livres religieux, pasteur qui écrit pour faire plaire à la littérature congolaise. Comment vous amenez à joindre ces deux dualités? Avant d'être pasteur, je suis d'abord un être humain avec un parcours. Et quand j'étais à l'école, au lycée, les professeurs nous encourageaient et nous disaient, si vous êtes venu en série A, vous devez écrire des livres. Donc depuis l'école, la vocation, c'était d'être des personnes qui rendent leurs réflexions sur du papier. Et tous les exercices, notre formation consistait à interpréter les livres et à être capable d'en écrire. Il y a la plupart de nos enseignants à l'université, on a un de nos docs qui disait que si vous êtes passé à Bayardel et que vous n'écrivez pas un livre de votre vie, sachez que vous avez échoué. Évidemment. Donc ça, je n'étais pas pasteur. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pasteur et je gère ces deux facettes-là. C'est quand même difficile, mais nous arrivons à le faire d'un ouvrage à un autre, parce qu'on ne peut pas prier 24 sur 24, on ne peut pas aussi être pasteur 24 heures. On est aussi père, on est aussi membre d'une famille avant d'être membre de l'Église, et on est aussi membre de la société et congolais avant d'être pasteur. Et l'écrivain doit être d'abord un observateur, Évidemment. qui ensuite fait des remarques et dépeint la société dans laquelle il se trouve. Et ce n'est pas toujours l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Maintenant, j'aimerais savoir, dans quel genre littéraire vous vous sentez à l'aise? Je me sens à l'aise dans le roman et dans la biographie aussi. Je suis très à l'aise dans le roman, mais je me suis essayé déjà à la critique aussi. Ah, ok. Et la poésie, ça ne vous dit rien? J'ai commencé par la poésie. J'ai un recueil de poèmes que je n'ai pas publié
et un autre que j'ai perdu. Mais j'ai commencé par les poèmes et c'est par les poèmes que j'ai commencé. On nous a initiés à la littérature à travers la poésie d'abord. Je regrette d'avoir perdu ce recueil-là. Il y avait 124 poèmes. Waouh, mais c'était un nombre gigantesque de poèmes déjà, que vous avez perdu aussi facilement. C'est Est-ce que dommage. c'était un regret? Oui, c'est un regret. J'ai quelques poèmes que j'ai gardés, que j'essaie d'essaimer à travers quelques livres qui contiennent ces poèmes-là. Mais le recueil, je l'ai perdu malheureusement pendant la guerre. Ok. Je tiens dans mes mains un ouvrage qui vient de paraître, écrit par Serge Etchecourt, 40 jours pour changer les choses. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre? Quel est le message que vous voulez passer dans ce livre que j'ai aussi lu, que je ne voudrais pas dire ce qui est écrit à l'intérieur pour ne pas déjà finir le goût à ceux qui n'ont pas encore acheté les livres, mais vous-même en tant qu'auteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire très succinctement, qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Ce livre contient d'abord un message d'encouragement. D'encouragement pour tous ceux qui essaient de bâtir quelque chose, tous ceux qui se battent dans la vie, tous les jours, qui ont des responsabilités, qui ont des rêves. Ce livre se veut être un encouragement, une exhortation à continuer, à recommencer là où on avait échoué, sinon pas à commencer et à ne pas attendre. Je me souviens un jour, on avait discuté de ce livre. Vous m'aurez dit que ce livre, au départ, ne contenait aucun verset biblique. C'était un livre en général d'abord, comme ça, sans verset biblique. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à renforcer les pensées que vous avez émises dans ce livre avec les versets bibliques? Alors ce livre, il ne contenait pas de versets bibliques à l'origine, mais il était plus gros que celui-là. Il contenait une argumentation bien établie. Et c'est lorsque j'ai commencé, après l'avoir fini, je me suis dit qu'il ressemblait à beaucoup d'autres livres, peut-être de développement personnel. Et puis, je suis connu dans ce pays et je suis connu à travers les réseaux sociaux comme pasteur. Je ne suis pas connu parce que avant ce livre, je n'avais publié aucun livre. Donc je me suis dit que un pasteur connu qui publie un livre qui n'a aucun verset biblique, ça va sembler bizarre aux gens. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à essaimer le livre de quelques versets bibliques parce que je n'étais pas encore connu comme écrivain, mais plutôt comme pasteur. Bon, permettez-moi, pasteur Serge, je ne sais pas si je dois vous appeler toujours pasteur dans cette émission, ou bien l'écrivain Serge, c'est à vous de faire le choix. Les deux me vont très bien. Ah, merci beaucoup. J'allais en venir. La motivation, est-ce qu'il est important ou bien est-ce qu'il est d'ordre nécessaire pour qu'un pasteur de faire de la motivation? Est-ce qu'il est appelé à motiver ou il est appelé à prêcher? Je sors un peu du contexte, mais je voulais quand même avoir cet éclaircissement-là sur ce point-là. Alors, c'est toujours pas aisé de porter les deux casquettes à la fois, mais dans le langage biblique, on appelle une motivation une exhortation. Et il y a plusieurs passages bibliques, non pas seulement dans lesquels Dieu nous exhorte, c'est-à-dire nous motive, mais dans lesquels aussi Dieu demande à ceux qui le servent et à ses enfants de se motiver et de motiver les autres. Donc la motivation n'est pas un terme ou un principe qui n'est pas biblique, c'est le contraire. Merci beaucoup, ça me va. C'est une explication qui est tellement lucide, je comprends. Exhortation, motivation, un peu de nuance, je vois, c'est ce que je peux retenir. Mais, pasteur Serge, quel est le prochain livre qui va sortir?
puisque vous écrivez assez et tous les jours vous écrivez. Quelle est la perspective que vous avez projetée pour le nouveau livre? Ce sera quel type de livre? Littérature pure et simple ou bien on reste dans la religion? Alors, je suis déjà très connu comme écrivain biblique. Je crois que le prochain livre, ça sera un roman. Un roman et peut-être une critique ou un essai. Mais ce sont des livres sur lesquels je travaille déjà. J'ai des manuscrits et cela dépendra aussi des maisons d'édition avec lesquelles je suis en relation. Mais les prochains livres, je crois qu'on a assez de mes ouvrages. J'ai près de 800 enseignements bibliques qui circulent. Mais à ce jour, aucun de mes livres, que ce soit les romans, que ce soit biographie, que ce soit une critique, n'a encore été édité. Donc, ça va être un roman. Voilà, ça va être un roman. Parlons donc de l'édition. Une casse-tête pour les écrivains. Hein? Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est un véritable casse-tête. L'édition aujourd'hui a perdu de sa substance. Avez-vous déjà parlé avec des éditions en interne dans le pays? Parce que nous connaissons pas mal de maisons d'édition ici. Les éditions Imar, LMI et autres, les éditions Kemet, les éditions Plumar Z. Avez-vous déjà pris contact avec ces maisons d'édition pour essayer de discuter les perspectives d'une publication d'une œuvre littéraire? Avez-vous déjà Oui, fait? oui. J'ai commencé à écrire en 1994 et à ce jour, je n'ai publié qu'un livre. Mais les maisons d'édition ont eu entre leurs mains plusieurs de mes livres et la majorité ont été retenues. Je ne vais pas citer ici ces éditions, mais mes manuscrits ont même voyagé. Les manuscrits sont allés en Europe, sont allés en Amérique, mais n'ont jamais été publiés. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Est-ce que c'est la qualité qui ne plaise pas à des maisons d'édition? Est-ce que c'est juste, comment je peux dire, cette forme de fierté ou bien encore de complication des éditions? Ou bien c'est quoi? C'était quoi le problème? D'après introspection, réflexion, quel a été le problème? Alors, j'ai eu la même réponse partout, que ce soit les maisons d'édition ici au pays, que ce soit les maisons d'édition à l'étranger, en France notamment, et au Canada. La première raison qui m'a toujours été donnée, c'était que je n'étais pas connu. Me disait, monsieur, votre manuscrit est très bon, nous l'avons retenu, mais vu que vous n'êtes pas connu, vous n'avez jamais publié de livre, à ce moment-là, il faudra que vous participiez pour sa parution. Donc c'est la réponse que j'ai eue partout. Est-ce que vous avez tenté à travers ces réponses de faire l'auto-édition? Parce que je pense que les maisons d'édition, ils avaient cette trouille, cette peur d'éditer en compte éditeur un auteur qui n'est pas connu. Peut-être ça peut dégringoler, ça peut sombrer, ils se rendent à la perte. Est-ce que vous n'avez pas vu ce côté-là aussi? Je me suis d'abord dit pourquoi aujourd'hui il y a cette tendance. Vous savez, le premier écrivain congolais, Jean Malonga, quand son livre a été édité, il n'était pas connu. Est-ce que Senghor était connu en tant qu'écrivain lorsque on a édité son premier livre? Non. Aucun des écrivains que nous connaissons aujourd'hui n'était connu avant que leur livre ne soit édité. Et aujourd'hui, ce n'est pas normal que l'on demande à quelqu'un d'être d'abord connu avant d'éditer un de ses livres. Ce n'est pas normal. Mais ça m'a poussé à
mettre en place une stratégie. Premièrement, et c'est le monde chrétien qui m'a permis de mettre en place cette stratégie. Et voilà pourquoi je crois que Dieu a eu une solution à toute chose. Et, je suis très connu, j'ai enseigné pendant beaucoup d'années dans un institut biblique et j'ai enseigné beaucoup de pasteurs qui m'ouvrent leurs églises et les communautés me sont ouvertes où je vais enseigner aussi. Donc je suis connu à travers ce pays comme un enseignant de la Bible et comme un écrivain biblique. Donc j'ai d'abord commencé par écrire des enseignements. Je me suis dit, bon, comme le monde littéraire ne voulait pas de moi, au moins le monde chrétien m'a ouvert les bras et j'ai écrit plusieurs enseignements, plusieurs livres chrétiens. Et je suis connu pour ça. Et ensuite, ce livre, je l'ai par exemple auto-édité. S'il est sorti, c'est parce que je l'ai édité moi-même. Et voilà pourquoi je suis connu aujourd'hui aussi, parce que j'ai un livre qui se vend, qui est connu, qui est demandé à l'étranger. Et maintenant que je suis connu, je veux voir quelle réponse les maisons d'édition vont me donner. D'accord. Monsieur Serge, si je comprends bien, vous avez dit que vous avez mis en place une stratégie. À travers cette stratégie, vous avez fait donc l'auto-édition. Comment vous avez trouvé l'auto-édition? Est-ce que ça a été facile avec la maison d'édition en termes de finances? Combien ça a coûté? Tout ce qui est l'ensemble d'argent qu'ils demandent, est-ce que c'était exorbitant ou c'était allégé? Bon, les montants qui m'étaient demandés à l'époque, c'était quand même assez énorme, sinon pas exorbitant pour un diplômé sans emploi à l'époque. Et aujourd'hui, en dehors du fait que je suis pasteur, je suis entrepreneur, on se débrouille, donc on a quand même 10 000 francs dans la poche. Mais ça a permis qu'on puisse quand même faire face à l'auto-édition et publier un nombre d'exemplaires et en publier et rééditer le livre. Mais j'insiste sur ce point, il faut que ça change. On ne peut pas demander à quelqu'un qui a en lui le germe d'un écrivain et qui écrit des bons ouvrages, lui demander de l'argent alors qu'il n'en a pas. Mais ça sera aussi bien que notre pays évolue avec un mécénat, qu'il y ait des sponsors dans ce domaine-là. Nous manquons de sponsors. Mais je crois que ce n'est pas un problème spécifiquement dû aux écrivains. Les musiciens manquent de sponsors, les sportifs manquent de sponsors et beaucoup d'artistes manquent de sponsors. Et nous croyons que les choses ne vont pas demeurer telles qu'elles sont. Évidemment, Monsieur Serge, vous avez touché un point qui fait mal, un bas qui blesse. C'est une tragédie. La plupart des écrivains que je rencontre pleurent sur ce même sujet. Mais qu'est-ce que vous suggérez à l'État? Qu'est-ce que l'État peut faire pour aider, pour accompagner ces jeunes qui sont motivés, qui ont du talent pour l'écriture, qui ont du talent pour la musique, qui ont du talent pour de l'art et autres? Qu'est-ce que l'État peut faire? Parce qu'on dit aussi, il faut proposer pour que l'État aussi puisse voir à quel niveau ou bien dans quelle mesure il pourra donc intervenir. Qu'est-ce que tu proposes? Ce que je propose, c'est... Moi, je n'ai rien à proposer. Les propositions sont là. Et il y a des gens plus qualifiés, il y a des hommes et des femmes qui sont dans des structures étatiques qui peuvent bien mettre en place des politiques. Ce qui leur manque, c'est l'accompagnement des structures dans lesquelles elles sont. Ce qui leur manque, c'est les budgets. Mais la volonté et les ressources
les intellectuels, les ressources humaines, nous les avons dans tous les ministères. Je travaille avec le ministère de la Culture. J'ai été invité plusieurs fois par la direction nationale des bibliothèques. Mais je vois des fonctionnaires très motivés, avec beaucoup de volonté et avec des bonnes idées pour faire avancer les choses. Ce qui leur manque, ce sont les moyens. Et ce que moi, je peux demander à l'État, c'est de ne pas concentrer tous les moyens de l'État sur le football ou sur la politique. Ah, évidemment, le football, on ne gagne Le rien. pays ne peut On ne pas gagne rien vivre là-dessus. que des partis politiques ou du football. Il y a non seulement d'autres sports, mais il y a aussi la culture. Et la culture, ce n'est pas que de la musique. Je suis désolé, hein, il n'y a pas que la musique qui fait partie de la culture. La culture est vaste et il y a aussi le livre là-dedans. Et je crois qu'il faudra quand même essayer de mettre une espèce d'équité entre les différentes branches de la culture pour que chaque branche puisse avoir un minimum et non, comme aujourd'hui, avoir des laissés pour compte. Avoir des laissés pour compte. Aujourd'hui, les écrivains qui sont en vue aujourd'hui, ce sont ceux qui sont dans la politique. Ah, évidemment. Parce qu'ils ont les moyens, pour publier, et pour faire la ce n'est pas promotion normal. aussi. Et, Ce n'est pas normal. Nous n'allons pas tous faire de la politique. évidemment. Même si l'écrivain est toujours quelque part engagé, mais nous ne sommes pas tous appelés à faire de la politique. Évidemment. Et donc il faut qu'on arrête ça. Ah, je suis désolé, messieurs les gouvernants, mais nous ne pouvons pas tous faire de la politique. Et nous ne sommes pas tous dans les partis politiques. Donc il ne faudra pas nous pousser à faire de la politique pour que nous puissions publier nos livres. Hein, et nous comptons sur vous. Encore, chers téléspectateurs, nous rappelons que cette émission, c'est la voix de l'écrivain. Nous essayons, avec nos moyens de bord, de pousser les écrivains, les jeunes talents, de faire valoir ce qu'ils ont comme aptitude dans l'écriture. Nous vous appelons, donc vous pouvez toutefois nous contacter sur le 06 823 03 48, ce qui vous permettra donc de parler de vous faire connaître, comme nous l'avons fait aujourd'hui avec l'écrivain, le pasteur Serge Etchikol qui est là sur notre plateau. Et nous allons donc poursuivre notre émission qui va aussi bientôt terminer parce que nous avons commencé depuis un moment. Encore une question, les questions qui nous poussent vers la sortie. Monsieur Serge Etchikol, dites-nous, qu'est-ce que vous dites à la jeunesse? Quel est le conseil que vous donnez à la jeunesse aujourd'hui? Ces jeunes qui ont cette grande envie d'écrire mais qui ne peuvent pas exceller parce que les choses, les portes sont coincées. Alors, ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de ne pas renoncer. Winston Churchill, qui fut le premier ministre britannique pendant la guerre mondiale, la deuxième, il a fait un discours de 3 phrases. Et c'est un discours qui me revient toujours à l'esprit lorsque je travaille ou lorsque je médite. Je ne sais pas si ce monsieur était un chrétien, mais il a dit ceci, il faisait un discours devant des militaires et des intellectuels britanniques qui avaient la pression de l'Allemagne d'Hitler. Il a dit en anglais, « Never, never, never give up ». Il dit que ne renoncez jamais, jamais, jamais. Et c'est ce que moi je conseille aux jeunes, ne renoncez pas. Ne renoncez pas à vos rêves. Si vous ne pouvez pas publier aujourd'hui, mais écrivez. Vous n'êtes pas connu aujourd'hui, écrivez. Et travaillez, couchez sur du papier vos idées, travaillez, noircissez des pages et gardez ça. Les temps que nous traversons aujourd'hui, les temps que vous traversez aujourd'hui en tant que jeunes ne sont pas éternels. Les circonstances changeront. Vous prendrez de l'âge, vous serez plus sage, vous apprendrez de vos échecs. Ne renoncez pas.
Ne renoncez pas, ne renoncez pas. Une motivation XXL. Merci, monsieur Serge Ticol, de motiver la jeunesse. Comme vous l'avez entendu, ne renoncez pas. Never, never and never give up. Et c'est avec cette citation et avec cette motivation que nous allons donc quitter ce plateau pour nous retrouver donc sur notre prochaine édition la semaine prochaine, où nous allons encore recevoir un autre écrivain qui viendra aussi exposer son talent, et sans oublier aussi nos caméramans qui ont travaillé avec nous. Nous vous remercions, nous vous disons merci. Nous allons donc nous revoir la semaine prochaine. Merci.